Rebonjour, j'espère que vous avez bien mangé, bien récupéré. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'heure du dîner? Vous pouvez nous écrire ça aussi dans le clavardage. Nous, on s'est prélassés devant la magnifique scène qu'on a devant nous. On est au centre de recherche du CHUM. On a un après-midi riche en discussion et en découvertes. Vous allez voir, comme ce matin, on va d'abord parler de ce que l'innovation peut nous apporter comme meilleure qualité de vie. Et ensuite, on parlera des facteurs qui influencent le cancer du sein. Alors, plongeons avec la docteure Léa-Marie Meloche-Dumas, résidente en chirurgie générale au CHUM. Elle va nous parler d'une nouvelle approche de chirurgie axillaire chez des patientes avec cancer du sein, ganglions positifs et SL cliniquement négatives. Voilà. J'espère qu'elle sait de quoi il s'agit parce que moi, je ne comprends pas tout ça. Alors, on vous écoute, docteur Meloche-Dumas. Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ganglions sentinelles et de dissection axillaire ciblée dans une cohorte de patientes avec cancer du sein précoce. Alors, voici le plan de la présentation. On va parler un peu d'historique, de nouveaux développements dans la prise en charge de l'aisselle, également un petit peu dans la prise en charge du sein. Qu'est-ce que la dissection axillaire ciblée dans divers contextes et l'étude TADEN pour terminer. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein est le cancer le plus prévalent chez les femmes. Il y a de nouveaux paradigmes dans la prise en charge du cancer du sein qui ont mené à des nouveaux standards dans le traitement de l'aisselle, mais également dans le traitement du cancer du sein en soi. Alors, à fin 19e siècle, c'était la mastectomie radicale de Hasted. Donc, on enlevait vraiment tout le sein, tout le tissu sous-cutané, le muscle, parfois même des côtes, tous les ganglions dans l'aisselle, les ganglions au niveau du sternum également. Ça faisait quelque chose de très morbide, comme vous le voyez. Ça s'est raffiné au courant des années avec la mastectomie radicale modifiée, qui est vraiment réservée pour des cas très précis. Puis, la mastectomie totale que vous connaissez davantage. Puis, les mastectomies partielles également, qu'on enlève vraiment juste la tumeur en tant que telle. Puis, pour les mastectomies totales, parfois, on est capable de préserver le mamelon et également même toute l'enveloppe cutanée. Donc, ça menait à une désescalation de la prise en charge chirurgicale au niveau du sein, mais également au niveau de l'aisselle. On va vraiment se concentrer sur l'aisselle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est la biologie tumorale en tant que telle, comment le comportement des cellules, quel type de cellules composait la tumeur, qui était beaucoup plus importante que l'extension anatomique de la maladie, s'il y avait des ganglions ou pas d'atteints. En fait, c'est plus important la biologie tumorale pour déterminer en fait la récidive de cancer, soit au niveau du sein, de l'aisselle ou même à travers le corps, donc métastase à distance. Donc, on est passé de la dissection axillaire là, pour toutes les patientes. Donc, vous voyez à l'image, on enlevait vraiment tous les ganglions verts et roses à une procédure là, de biopsie de ganglions sentinelles, c'est-à-dire enlever un ou deux ganglions, la première station ganglionnaire où se draine la tumeur en tant que telle. Et évidemment, cette procédure-là diminue le lymphodème, diminue la morbidité reliée à la chirurgie, diminue les pertes de sensibilité au niveau du bras. Par contre, ce qu'on s'est dit, mais c'est sécuritaire de manière oncologique chez quel type de patiente? Hein? Parce que c'est notre priorité numéro 1. On ne veut pas que le cancer revienne. Alors, il y a des études qui ont prouvé que la biopsie du ganglion sentinelle seul, donc sans enlever tous les autres ganglions, sans la dissection axillaire, était sécuritaire oncologiquement pour les patientes qui n'avaient pas de ganglions palpables dans l'aisselle au niveau lors du diagnostic initial de cancer et dont le ganglion sentinelle en chirurgie était négatif. Par contre, le standard de traitement pour les patients dont le ganglion sentinelle est positif demeurait la dissection axillaire, donc une deuxième chirurgie pour aller enlever tout le reste des ganglions. Donc, est-ce qu'on doit faire la dissection axillaire pour toutes les patientes avec un ganglion sentinelle métastatique? Deux choses qui nous aident à répondre à cette question-là. L'efficacité prouvée de la radiothérapie adjuvante, donc après la chirurgie, et le développement de thérapies systémiques, là, que ce soit la chimiothérapie, l'hormonothérapie, vraiment ciblant la biologie tumorale. Donc, ces deux choses-là nous ont permis de penser est-ce que c'est vraiment pertinent de faire la dissection axillaire avec la morbidité encourue chez les patientes avec un nombre limité de ganglions positifs ou qui a des cellules métastatiques, un ou deux ganglions? Il y a ACASOG Z11, une étude phare là, dans le cancer du sein qui nous aide à répondre un peu plus à cette question-là. En fait, ils ont démontré que chez les patientes avec un ou deux ganglions dont il y avait des cellules tumorales, c'était sécuritaire de ne pas enlever tous les ganglions et de simplement prévoir une radiothérapie après la chirurgie. Par contre, dans cette étude-là, les patientes n'avaient pas d'échographie axillaire préopératoire. Donc, c'est-à-dire, on prend une patiente avec une aisselle cliniquement négative, donc aucun ganglion palpable, et on l'amène en chirurgie. Si le ganglion sentinelle est positif ou deux ganglions sentinelles sont positifs, il n'y a plus rien à faire. On ne retourne pas en chirurgie avec cette patiente-là. On va lui offrir de la radiothérapie.
Par contre, cette étude-là date quand même de quelques années. Maintenant, l'échographie axillaire, on en fait à tout le monde parce que ça nous aide à cibler les patientes qui pourraient bénéficier d'un autre traitement avant la chirurgie. Alors, on en fait à tout le monde au moment du diagnostic initial. Donc, cette étude-là, en fait, ce groupe-là, afin d'augmenter le nombre de patientes éligibles chez qui une dissection axillaire pourrait être évitée, il recommande d'éviter l'échographie parce que si la patiente n'a pas de ganglion palpable, mais qu'on regarde avec l'échographie puis on voit 1 ou 2 ganglions suspects, dont un éprouvé métastatique, prouvé avec cellule de cancer avec une biopsie, bien à ce moment-là, chez cette patiente-là, on va être obligé de faire la dissection axillaire ou des traitements additionnels. Par contre, si la patiente n'a pas d'échographie avant la chirurgie, bien à ce moment-là, on préfère ce qu'il faisait dans cette étude-là. Comme je vous l'ai mentionné, dans la majorité des centres montréalais québécois, on a besoin de l'échographie axillaire pour cibler les patientes qui pourraient bénéficier d'autres traitements. C'est un peu ça l'enjeu actuellement. Si on change de population de patientes, on regarde les patientes avec un cancer plus avancé, donc qui ont reçu de la chimiothérapie avant la chirurgie, il y a certains groupes qui ont regardé si la biopsie du ganglion sentinelle pouvait être faite chez ces groupes de patientes-là. Alors, il y a une étude allemande, américaine, française et canadienne qui ont regardé ça. Est-ce que c'est possible d'offrir à ces patientes-là qu'elles avaient un ganglion palpable, qui a fondu suite à la chimiothérapie? C'est-tu possible de faire la biopsie du ganglion sentinelle pour stadifier l'aisselle en tant que tel? On va regarder qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que c'était tout à fait adéquat, tout à fait oncologiquement sécuritaire d'effectuer la biopsie du ganglion sentinelle quand on enlevait plus de 2 ganglions dans l'aisselle et qu'on utilisait un double colorant, en fait un double traceur, c'est-à-dire le colorant de bleu de méthylène et le radioisotope. Donc, quand on utilise ces deux techniques-là, ça nous permet de diminuer le taux de faux négatifs. Un faux négatif, c'est quoi? On enlève un ganglion, il est négatif, mais il y avait du cancer dans l'aisselle. Donc, ça nous permet de diminuer le taux de faux négatifs, d'augmenter la précision de notre technique lorsqu'on utilise ces techniques-là. L'autre chose également qu'ils ont trouvé, ce groupe de chercheurs-là, c'est quand on enlève le ganglion qui a été prouvé métastatique avant la chimiothérapie, donc on a fait une biopsie du ganglion palpable en chimiothérapie, il a fondu grâce à la chimiothérapie. Quand on s'efforce d'enlever ce ganglion-là lors de l'opération, ça diminue le taux de faux négatifs, donc ça augmente notre précision de chirurgie de l'aisselle. Ça s'appelle la dissection axillaire ciblée, d'enlever ce ganglion-là qui a été prouvé métastatique avant le traitement. Donc, c'est quoi la dissection axillaire ciblée? On prend une population de patientes avec un ganglion palpable, positif avant la chimiothérapie. On leur donne la chimiothérapie. Le ganglion fond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cellules microscopiques de cancer dans le ganglion, mais au moins, on est plus capable de le palper. On met un grain d'iode qu'on appelle aussi bille radioactive. Lors de la chirurgie, avec la sonde que vous voyez là, à gauche de l'écran, on est capable de retrouver, de localiser le ganglion en question. On fait la biopsie du ganglion sentinelle également parce que des fois, le ganglion qui a été prouvé métastatique, qui a été clippé avant la chirurgie, n'est pas le ganglion sentinelle. Donc, on enlève ce ganglion-là, on fait une radiographie du spécimen pour être bien sûr que c'est celui-ci qu'on voulait et on le fait analyser en pathologie. Il y a une étude, en fait, prospective là, sur la dissection axillaire ciblée qui a prouvé que ça augmentait la précision de la technique chez ces patientes-là. Mais par contre, ils ont également trouvé que dans 23 %, donc environ une patiente sur 4, le ganglion clippé, prouvé métastatique avant la chimiothérapie, n'était pas le ganglion sentinelle. Okay? Et que dans 4 % des cas, le ganglion qui était clippé avant la chirurgie, qui n'était pas le ganglion sentinelle, et juste celui-ci était positif. À ce moment-là. Donc, c'est encore plus intéressant. Vous voyez le petit tableau ici en bas, le ganglion sentinelle seul qui est fait lors de la chirurgie pour ces patientes-là a un taux de faux négatif de 10 %. On est capable de diminuer ce taux-là, donc d'augmenter notre précision lorsqu'on enlève le clip à 2 % seulement. Et donc, si on revient avec nos cancers du sein précoce, si l'échographie axillaire avait été évitée chez ces patientes-là avec un cancer du sein précoce, un essai cliniquement négatif, donc sans ganglion palpable, à l'échographie axillaire, on a 1 ou 2 ganglions suspects, dont un qui est prouvé métastatique. Bien, en fait, si on avait évité de faire l'échographie, bien, tous ces patientes-là, on ne l'aurait pas su qu'il y avait 1 ou 2 ganglions axillaires de positifs. Et donc, ces patientes-là auraient pu ne pas avoir de dissection axillaire. Et donc, d'éviter toute la morbidité reliée à cette dissection axillaire-là. Puis, dans le fond, depuis la publication de l'étude ACASOG Z11, l'étude phare, bien, la plupart des patientes avec 1 ou 2 ganglions positifs
ganglion sentinelle, en fait, on peut sauver cette dissection axillaire-là. Par contre, comme je vous le disais, l'échographie axillaire demeure le standard de traitement lorsqu'on a un diagnostic de cancer du sein pour guider d'autres traitements à part de la chirurgie. Donc, c'est encore très, très, très utile. Alors, est-ce qu'on a des lignes directrices qui nous aident à prendre des décisions? Évidemment, oui. Donc, dans le NCCN, on peut regarder ici, là, à gauche de l'écran, quand on n'a pas de ganglions palpables chez les patientes avec cancer du sein précoce, 1 ou 2 ganglions qui semblent suspects en échographie avant la chirurgie et qu'on pourrait avoir tous les critères d'inclusion de l'étude ACASOG Z11, on peut éviter de ramener la patiente en salle d'opération pour enlever tout ce qui reste de ganglions axillaires et lui offrir de la radiothérapie. Par contre, quand on regarde un petit peu les petits écriteaux en bas, tous les efforts devraient être mis pour enlever le ganglion clippé, le ganglion prouvé métastatique, prouvé avec des cellules de cancer lors de la chirurgie. Ça plaît à l'esprit d'enlever le ganglion qui est atteint par le cancer, évidemment. Par contre, il n'y a aucune étude prospective, étude publiée dans la littérature pour soutenir ces lignes directrices-là. C'est vraiment un consensus d'experts à ce moment-là dans ces guidelines-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'étude TADEN Trial. Donc, c'est une étude multicentrique avec la collaboration du CHUM, de l'Hôpital général juif et bientôt de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. On recrute des patientes pour répondre à cette question-là, pour avoir des données prospectives publiées dans la littérature pour soutenir ces lignes directrices-là. Donc, ce qu'on fait actuellement, en fait, il y a des patientes avec pas de ganglion palpable, vraiment cancer du sein précoce, 1 ou 2 ganglions suspects à l'échographie. On met un grain d'iode. Durant la chirurgie, on est capable de localiser les ganglions qui sont métastatiques, 1 ou 2, avec le petit grain d'iode. On fait des radiographies du spécimen, puis on les fait analyser. Alors, les messages clés de la présentation, c'est que le ganglion sentinelle est la méthode recommandée de staging axillaire pour la plupart des patientes avec un cancer du sein sans ganglion palpable. La stratification ganglionnaire est importante dans le processus de décision initiale. Comme je vous l'ai mentionné, c'est utile pour déterminer la pertinence de thérapie systémique avant la chirurgie, pour déterminer également l'éligibilité pour une participation à des essais cliniques. Et évidemment, reconnaissant, comme je vous l'ai expliqué dans l'étude, reconnaissant qu'il y a plusieurs patientes avec un cancer du sein précoce qui auraient rempli les critères de l'étude Z11, mais qui a une échographie axillaire là, pour guider les décisions préopératoires, en fait, auraient pu avoir leur dissection axillaire évitée s'ils n'avaient pas eu d'échographie axillaire. Donc, dans cette optique-là, les lignes directrices recommandent que ça pourrait être tout à fait oncologiquement sécuritaire d'effectuer seulement la biopsie du ganglion sentinelle à ces patientes-là. Alors, les questions qui demeurent, c'est les questions qui vont être répondues grâce à l'étude TADEN, dont je fais partie et qui va bientôt probablement se terminer dans les prochaines années. Là, on a déjà un tiers de nos patients déjà recrutés dans cette étude-là, avec évidemment l'aide de la Fondation là, au niveau de l'argent. Alors, un gros merci. Ça finit pour moi. C'était quand même, j'en suis consciente, un sujet assez aride. On a peu de temps pour en discuter. J'espère que je vous l'ai bien vulgarisé. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Les voici, les questions. Ça commence déjà à écrire. Ben, une petite question. Non, on va laisser les problème. autres faire leur présentation. Puis après ça, il y aura un bloc de questions. Donc, je vous rappelle que dans le clavardage, vous inscrivez vos questions. Elles me sont transmises ici sur cet objet technologique et puis ça me permet de les poser aux gens qui sont sur le panel. Donc, Joanne, allons-y avec une petite question facile. D'accord? Mais oui, on commence absolument. avec ça. Joanne demande comment participer au TADEN, c'est bien ça qu'on dit, TADEN Oui. Trial? Oui. Donc, merci, Joanne, pour la question. En fait, c'est vraiment lors de la consultation souvent initiale ou la deuxième consultation, lorsque on se fait expliquer là, le diagnostic de cancer du sein, les prochaines étapes. En fait, c'est le chirurgien en tant que tel qui fait une première évaluation, à savoir si vous êtes éligible pour participer premièrement à l'étude. Puis, si les chirurgiens vont vous offrir la possibilité de participer. Puis après, vous allez être mis en communication avec une infirmière de recherche qui va vous expliquer le plus en profondeur la recherche en tant que telle. Puis, c'est pas mal ça. Merci de votre intérêt. Bien, voilà. Puis donc, continuez de nous écrire. Je vais reposer d'autres questions au docteur Avec plaisir. Meloche-Dumas. Merci beaucoup. Maintenant, Marie-Ève Letellier, kinésiologue à la clinique du lymphodème du Centre universitaire de santé McGill. Elle est aussi directrice scientifique de l'Association québécoise du lymphodème. Et elle va nous dire tout ce qu'il faut savoir sur le lymphodème.
Allez-y. Je veux bien, mais là, je vois, est-ce que... J'ai pas ma présentation qui s'allume. Je peux y aller comme ça, là. Je peux faire une improvisation mixte, si vous voulez. Et voilà. Voilà. Donc, le lymphodème, que faut-il savoir? Donc, depuis des années, on sait que le corps est principalement constitué de 3 systèmes. Si on connaît bien le système sanguin avec le cœur, le système nerveux, il y en a un petit qui est délaissé, qui est notre système lymphatique. Donc, beaucoup de gens se posent des questions et on parle aussi du lymphodème qui touche le système lymphatique. Le lymphe quoi? Qu'est-ce que c'est le lymphodème? Donc, c'est une enflure qui est causée par l'accumulation anormale de liquide riche en protéines dans les tissus corporels, causant une inflammation chronique. C'est une condition qui est chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, malheureusement, on est pris avec cette condition-là à vie. On va parler de lymphodème en termes de stade. Donc, il y a le stade 0, qui est un stade qui n'est pas cliniquement visible. Donc, toute personne ayant eu chirurgie, radiothérapie se retrouve dans le stade 0. Ensuite, on a le stade 1, qui est un stade où est-ce que l'enflure peut commencer à être un peu visible, mais va se résorber souvent avec l'élévation. Donc, le stade 0 et le stade 1 sont des stades qui sont réversibles. Ensuite, on a un stade 2, où est-ce que la grande majorité des gens qui ont atteint le lymphodème entrent. On commence à avoir des changements au niveau physiologique, donc changement dans la peau, changement dans les tissus, et c'est un stade, à partir de ce moment-là, qui est irréversible. Et le 3e stade, c'est un stade qu'on appelle plus éléphantisiasique. Donc ça, on parle en termes de stade, et ensuite, on parle en termes de sévérité. C'est-à-dire que quand on a un membre sain pour comparer, on va dire qu'il y a une enflure qui est légère si la différence entre les 2 membres est moins de 20 c'est un stade, pas un stade, mais une sévérité modérée entre 20 et 40 et sévère quand que c'est plus de 40 de différence entre les 2 membres. Donc, si on parle de lymphodème, on peut le classifier en lymphodème primaire, c'est-à-dire c'est une personne qui naît avec un système lymphatique qui est déficient, et secondaire. Donc, la grande majorité des cas que l'on voit, ce sont des lymphodèmes secondaires. Donc, que ce soit secondaire à un traumatisme, à des chirurgies ou encore à de l'obésité. Donc, on estime environ 1 million de Canadiens qui sont atteints de lymphodème, avec une quantité indéterminée de personnes que c'est lié à l'insuffisance veineuse. Ensuite vient en 2e l'obésité morbide et en 3e lieu le lymphodème suite au cancer. Donc, si on prend tout cancer confondu, c'est environ 15 des gens qui vont développer un lymphodème et aujourd'hui, on parle de cancer du sein, donc c'est environ 18 qui vont développer un lymphodème. Donc, on s'entend que la grande majorité n'en seront pas atteints, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer et éduquer. Donc, qu'est-ce qui peut causer un lymphodème? Tout d'abord, il y a la chirurgie, la radiothérapie. Il y a des questions sur la chimiothérapie. Donc, certaines formes de chimio, dont le taxane, peuvent mener vers un lymphodème. Une infection, ce qu'on appelle une cellulite. Ce n'est pas les cellulites esthétiques, donc c'est une infection qui a vraiment besoin d'être prise et d'avoir une attention médicale, urgence, pour médicaments oraux ou intraveineux. Dans les facteurs de risque, on va parler d'une chirurgie ou de la radiothérapie. Donc, plus les traitements sont invasifs, plus ça augmente nos risques de développer un lymphodème. Les personnes qui ont un cordon axillaire, il y a des débats dans la littérature, mais une personne donc qui a ce cordon-là, ce blocage-là, peut être plus à risque de lymphodème. L'obésité ou la prise de poids liée au traitement peuvent être dans les facteurs de risque pour le lymphodème. Et aussi, un traumatisme. Par exemple, une patiente qu'on a vue, ça faisait 8 ans qu'elle avait eu ce traitement pour le cancer du sein, tombée, fracture au bras, en plâtre pendant quelques temps. Le lymphodème s'est déclaré suite à ce traumatisme-là. Donc, dans les signes qu'on voit chez les personnes qui ont un lymphodème, donc, il y a de l'enflure qui est visible. Les bras, les mains, il ne faut pas oublier le sein, le thorax aussi.
Donc, aussi, après ça, on va faire un signe du godet. Le signe du godet, ce qu'on fait, c'est on prend nos pouces, on vient imprégner dans le bras, par exemple. Donc, je vais venir imprégner dans le bras comme ça. Et je pèse, et en enlevant mon doigt, je regarde si j'ai un creux ou non et le temps que ça prend pour se remplir. Ensuite, on va aussi des fois avoir une capacité réduite de voir les veines, les tendons. Donc, on va regarder les mains, puis on n'est plus capable de bien identifier les structures. Les personnes aussi vont avoir des fois des vêtements ou l'impression que les bijoux sont très, très, très serrés, ils ne sont plus capables d'enlever leur bague. Dans les symptômes, donc, il va y avoir une sensation principalement souvent de lourdeur, de pesanteur. La personne va se plaindre, puis j'ai l'impression d'avoir une balle de tennis à l'aisselle. Puis on regarde, il n'y a pas nécessairement des choses, mais il y a verbaliser tout cet inconfort-là. Donc, l'inconfort, la douleur. Aussi, on va avoir des changements dans la texture de la peau, dans son apparence. Donc, une personne qui a un lymphodème, quand on touche au niveau de la peau, c'est une substance un peu plus comme du jello, par exemple. Et les personnes peuvent avoir aussi des raideurs ou une certaine rigidité dans les articulations. Comment on peut réduire les risques de développer un lymphodème? J'ai aucune boule de cristal qui me dit « Oh, cette personne-là va en avoir un, cette personne-là va pas en avoir ». Il y a des personnes qui sont minces, ganglions sentinelles, une tumérectomie, ils ont un lymphodème. L'autre personne est obèse avec une dissection axillaire, avec une mastectomie, et elle n'en a pas. Donc, il n'y a pas de loterie, on ne sait pas qui va le développer. Donc, comment on peut réduire les risques de développer un lymphodème? Bien, en éduquant principalement sur le lymphodème. Mais l'éducation passe tant par les professionnels de la santé que aussi par les patientes. On va pratiquer une activité physique régulière et progressive. Nombre de fois que j'entends « j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça ». Je m'excuse, mais non. Tant qu'on peut faire des choses de manière progressive, il faut bouger. Bien important. Ensuite, le bon soutien-gorge. Je dirais qu'à peu près 90 de la population féminine n'est pas bien ajustée au niveau du buste. Donc, bien important d'avoir un soutien-gorge. On recherche une bande qui est large à la taille, des bonnes bretelles, idéalement le dos en grec, le dos de nageur, pour bien répartir la charge des seins. Donc, ça. Appliquer un écran solaire, un anti-moustique quand on va à l'extérieur pour se protéger. Si possible, on va éviter aussi les prises de sein, les prises de tension artérielle sur le bras à risque. Dans les cas où on a une atteinte bilatérale, bien, on va prendre le bras qui est moins à risque. C'est pas grave. Donc, c'est basé sur un risque potentiel, un risque théorique d'infection, ce qui est très, très, très minime. On va vouloir aussi éviter les vêtements, les bijoux qui vont comprimer et en se protégeant des blessures évitables. C'est-à-dire, par exemple, quand on cuisine, si on cuisine, on met des choses dans le four, bien, on va sortir les choses du four avec des mitaines et non juste les petits carrés pour réduire les risques de se brûler, par exemple. Comment on va traiter le lymphodème? Dans le meilleur des mondes, c'est par une intervention qui est précoce. Donc, le plus tôt on agit, le mieux c'est. Au niveau des médicaments, à l'heure actuelle, il n'y a aucun médicament qui existe pour traiter le lymphodème. Dans les mois qui viennent et d'ici la fin de l'année, on va peut-être avoir des résultats sur un médicament qui est à l'essai en phase, ce qu'on appelle humaine. Donc, aux États-Unis, c'est en train d'être testé. Peut-être que dans les années à venir, il va y avoir un médicament pour prévenir, pour diminuer les risques de lymphodème et le traiter, mais on n'est pas encore là. Et la thérapie standard, donc ce qui est reconnu actuellement, c'est la thérapie lymphatique décongestive. Donc, c'est composé de 5 éléments. Le premier élément est le drainage lymphatique manuel. Donc, ce n'est pas le drainage lymphatique qu'on va recevoir dans un spa beauté. C'est un traitement, donc c'est un massage qui est hyper doux, à fleur de peau, qui est fait par des thérapeutes qualifiés. En ce moment, il y a beaucoup de débats dans la littérature sur l'efficacité du drainage. Donc, si vous avez des choix à faire, c'est certain que je miserais beaucoup plus sur la compression et l'exercice, qui vont être vos alliés majeurs, que sur une thérapie avec le drainage
lymphatique. Donc, en tout temps, la thérapie doit être adaptée en fonction du stade du lymphodème. Et on va commencer, si l'enflure est bien présente, on a une phase intensive où est-ce qu'il faut réduire au maximum le membre. Ensuite, on va vers une phase de transition pour aller vers la phase de maintien. Donc, quand je parle de compression, qui est l'allié principal, donc en phase intensive, on a les deux premières images de gauche. Donc, on a une thérapie avec bandage et velcro. Donc, on peut utiliser ces deux éléments-là en phase intensive. Et par la suite, on va transiger vers le vêtement de compression. Il y a des personnes qui n'auront pas besoin de thérapie intensive avec le gros bandage, qu'on va aller directement vers le vêtement de compression. Et quand on a besoin, on a aussi des vêtements de nuit que l'on peut utiliser pour nous aider à maintenir les acquis faits dans la phase intensive. Et c'est certain, dans le monde dans lequel nous sommes, vu qu'il n'y a pas de médicaments et que la thérapie standard, c'est une thérapie manuelle, on est plus ou moins à l'aise, mais on est à la recherche d'autres alternatives. Alors, on aime ça, beaucoup aiment l'aspect qu'il y a des chirurgies qui peuvent aider. À faire bien attention. Les chirurgies ne sont pas pour tout le monde et ce n'est pas parce qu'on a une chirurgie qu'on ne doit plus porter de compression. Donc, dans les 5-10 dernières années, à Montréal, on a des chirurgiens qui font des chirurgies lymphatiques, donc qui sont soit des anastomoses lymphatico-veineuses, qu'on prend un petit vaisseau lymphatique qu'on reconnecte à une veine. Il y a des transferts de ganglions, donc on prend des ganglions d'un endroit, par exemple du ventre, et que je vais venir transférer à l'aisselle, et de la liposuction hyper spécialisée pour le lymphodème. Donc, vraiment important qu'il y ait une bonne évaluation qui est faite pour déterminer si la personne est une candidate ou non à la chirurgie. Il est important de prendre le lymphodème en main parce que le lymphodème a un énorme impact physique. Donc, il peut amener vers un dysfonctionnement articulaire, des problèmes de posture aussi. Donc, imaginez que j'ai mon bras qui est enflé, qui pèse 5-10 livres de plus. Ce que ça va faire, c'est que ça va transférer mon poids pour que j'ai l'impression d'être normal. Donc, on a cette charge-là sur la posture. Ensuite, il y a pour l'habillement. Donc, du côté du lymphodème, je dois porter d'un extra large, mais de l'autre côté, je dois porter du médium. Il y a un énorme impact psychologique aussi avec le lymphodème parce que c'est un rappel constant de la maladie et la qualité de vie peut être affectée. Et ça peut avoir un bon impact financier parce que ce vêtement-là qu'on porte, le vêtement de compression, il faut le changer aux 4 à 6 mois. Heureusement, au Canada, on a un des meilleurs programmes de remboursement auprès de la RAMQ. Donc, une prise en charge le plus tôt possible, c'est l'idéal, mais mieux vaut tard que jamais. Quelques références, liens utiles. La majorité des choses sont en anglais, malheureusement, mais allez sur le site de l'AQL, beaucoup d'informations est en français. Donc, vous allez avoir accès à la présentation, donc pas besoin là, de tout noter en rapidité ces liens-là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec l'AQL. On est là pour répondre aux questions tant des professionnels de la santé, de les accompagner des fois pour le lymphodème, une condition qui n'est pas nécessairement connue, que pour aider les patients. C'est fini? C'était très clair. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Et puis, comme pour votre voisine, je vais vous poser une petite question pour vous mettre en train. Un ballon de plage, là, quelque chose de facile à attraper. Attendez. Quel est le rôle de la lymphe? Facile, hein? Le système lymphatique, dans le fond, c'est un système qui prend en charge tous les déchets, ce que le sang n'est pas capable de transporter, ce que toutes les protéines et compagnie. Donc, la lymphe est le liquide qui traverse, qui passe à travers le système lymphatique, mais le rôle du système lymphatique, c'est comme une usine de filtration d'eau. C'est notre système d'épuration du corps. D'accord. Ouais. On va le mettre simple comme ça. Non, mais c'est parfait. J'ai compris. Alors,
C'est que c'était très simple. Maintenant, Karine Audet, coordonnatrice en dosimétrie au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle va nous parler de l'avènement des nouvelles technologies qui nous ont permis d'améliorer le traitement de radiothérapie tout en le rendant moins toxique. On vous écoute. Bonjour. Je vais vous parler de la nouvelle approche dosimétrique pour le traitement du cancer du sein en radio-oncologie. La radio-oncologie est connue aussi sous le nom de radiothérapie. Quand est-ce que la radio-oncologie va rentrer dans votre processus de traitement? C'est après l'opération. C'est votre chirurgien qui va vous référer à un radio-oncologue. Vous allez avoir une rencontre avec le radio-oncologue. Cette rencontre-là a pour but de vous expliquer tous les protocoles qui peuvent être utilisés en radio-oncologie et lequel ça donne le mieux à votre type de cancer. Les protocoles, il y en a plusieurs. On ne peut pas se comparer entre patientes parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Votre âge, votre histoire familiale, le type de chirurgie que vous avez vécu, les marges de chirurgie, est-ce que votre tumeur était hormonodépendante, est-ce que vous aviez des récepteurs de cancer génétique. Fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est très important de ne pas se comparer entre personnes. De plus, les protocoles, il y en a beaucoup qui ont le même résultat en bout de ligne, qui ont la même efficacité, peuvent varier de plusieurs fractions, de 5 à 20 fractions, tout dépendamment du centre dans lequel vous vous trouvez. Mais sachez que l'équipe de radio-oncologie a pour but de vous offrir le meilleur protocole pour votre traitement à vous. Le choix aussi peut s'adapter selon les situations sociologiques que vit la patiente. Est-ce qu'elle est de l'extérieur? Parce que des centres de radio-oncologie, il n'y en a pas partout dans toutes les villes du Québec. Il y en a dans les grands centres majoritairement. Donc, si on est quelqu'un qui demeure sur la Côte-Nord, le fait de se déplacer pour venir à ces traitements, ça implique des frais, des difficultés familiales, des enfants à la maison, des personnes âgées à s'occuper. Donc, le choix du protocole peut aussi s'intégrer selon la situation vécue par la patiente. Donc, la consultation avec le radio-oncologue a habituellement lieu de 1 à 2 semaines après la chirurgie, selon votre état à vous. Le radio-oncologue va regarder avec vous aussi quand va débuter la planification du traitement. Habituellement, la planification du traitement commence de 4 à 8 semaines après la chirurgie ou après la chimiothérapie pour celles qui auront des traitements de chimiothérapie. On vous fait venir en planification sur le département. La planification, c'est toute la préparation avant que le traitement commence. C'est-à-dire que vous allez avoir un examen de radiologie sur le département de radio-oncologie, qui est un scan communément appelé ou un TACO, pour d'autres personnes qui peuvent utiliser ce terme. Vous allez être couché sur une table en position de traitement, les bras relevés sur le dos. Majoritairement, les centres dans la province de Québec vont aussi utiliser un moyen d'immobilisation parce qu'il est très important de ne pas bouger pendant les traitements de radiothérapie. Souvent, c'est un coussin avec des petites billes intégrées qui va, à l'aide de succion, va vraiment vous englober et prendre la forme de votre thorax. Après cet examen-là, vous allez attendre de 5 à 10 jours. C'est sensiblement le délai qui est à peu près partout dans la province. Mais ne vous inquiétez pas, sachez que les délais en radio-oncologie sont surveillés par le ministère de la Santé. Vous ne pourrez pas être oublié et être traité dans des délais qui ne sont pas raisonnables. Si jamais les listes d'attente dans votre centre de radio-oncologie sont trop longues, le ministère va faire un suivi au centre et le radio-oncologue sera obligé de vous offrir une autre voie de service par un autre centre ailleurs dans le Québec. Ce suivi-là est fait depuis le début des années 2000 et est très bien respecté dans les centres. Donc, dans ce délai de 5 à 10 jours après votre planification, ce délai-là, il sert pour le calcul de la dose. C'est-à-dire qu'il y a des dosimétristes. Les dosimétristes, c'est des technologues en radio-oncologie qui sont spécialisés au calcul de la dose. Donc, le dosimétriste va prendre les images que vous avez passées au TACO de planification. Avec le radio-oncologue, ils vont analyser les zones que vous avez besoin d'être irradiées.
et le calcul de dosimétrie va se faire durant ce temps-là. Suivi après du premier traitement. Le traitement, c'est aux accélérateurs linéaires. C'est des technologues en radio-oncologie qui vont vous donner votre traitement de radiation. Un traitement de radiation en radio-oncologie, c'est sur une base quotidienne. La patiente vient une fois par jour. Le traitement dure, avec le temps d'installation et d'irradiation, habituellement autour de 10 à 15 minutes. Des traitements, il peut y en avoir de 5 fractions à aller jusqu'à 20 fractions, tout dépendamment du protocole qui aura été sélectionné pour votre cas. Suite au traitement, vous allez avoir une visite de relance, c'est-à-dire que le radio-oncologue, après vous avoir vu à votre dernier traitement pour évaluer si vous avez des questions, puis vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains jours. Après ça, il va vous revoir de 1 à 3 mois, tout dépendamment des centres, après la fin de votre traitement. Faire un petit peu l'historique de la radio-oncologie des seins. Au Québec, dans les années 60 jusqu'à la fin des années 80, les appareils de traitement, c'était des appareils de cobalt-60. Les appareils de cobalt-60, c'était des gros appareils plombés dans lesquels, à l'intérieur de la tête de l'appareil, se trouvait une source radioactive de cobalt-60. Avec la désintégration de la source radioactive, l'énergie que la source produisait était dirigée sur le sein de la patiente et on pouvait ainsi traiter le sein. Ces appareils-là étaient fixés au mur et avaient un axe de rotation qui permettait de faire le tour de la patiente. Les techniques de sein de cette époque sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la tête de l'appareil va se placer du côté interne du sein pour libérer une portion de la radiation et après ça, va tourner de l'autre côté vers l'externe du sein. Donc, va prendre le sein, si on veut, en sandwich, mais tout ça sans le toucher. C'est vraiment la radiation qui traverse le sein de bord en bord. Ces techniques-là ont de bons résultats. Ils sont prouvés depuis toutes ces années-là. La radiation du sein, le but, c'est d'éviter des récidives au niveau du sein après les opérations. Par contre, l'appareil de cobalt-60 avait une énergie qui était plutôt faible, qui faisait en sorte que ça causait énormément d'effets secondaires. Donc, probablement que certains d'entre vous ont connu une grand-mère, une grande-tante, une tante ou une mère qui a eu des brûlures assez extrêmes au niveau de la peau, des gros lymphodèmes au niveau du bras du côté traité, qui peut avoir eu des élancements dans le sein, des chocs électriques qui donnaient des impressions de brûlure et pouvait aussi en même temps avoir des douleurs costales, amener des fractures au niveau des côtes, avoir des problèmes pouvant même aller jusque pulmonaires ou cardiaques. Depuis les années 90 au Québec, il y a eu une bonne avancée technologique et on a vu apparaître des accélérateurs linéaires. Qu'est-ce qu'un accélérateur linéaire? C'est un gros appareil à rayon X. Dans l'image de gauche, vous voyez un accélérateur de première génération qu'on avait au début des années 90 qui ont remplacé les appareils de cobalt. À droite, on est rendu dans les accélérateurs de troisième génération. C'est pas mal ceux-là que vous allez rencontrer dans vos soins dans les centres de radio-oncologie du Québec. Donc, vous voyez, la forme se ressemble encore. C'est toujours fixé au mur avec un axe de rotation qui tourne autour de la patiente, avec encore toujours la même technique qui est de prendre le sein en sandwich du côté interne et du côté externe. La différence, c'est que ces accélérateurs linéaires-là produisent eux-mêmes leur faisceau de radiation, donc on choisit les énergies. La majorité des accélérateurs peuvent varier de 4 à 5 forces d'énergie, mais des énergies qui sont de 4 à 20 fois plus fortes que les énergies du cobalt. Oups, je suis allée trop vite. Je vais revenir. Donc, les accélérateurs linéaires, c'est des appareils qui sont très onéreux et surtout très complexes, qui demandent une surveillance très particulière. Chaque centre de radio-oncologie a dans son équipe une équipe de physiciens médicaux. Les physiciens médicaux, leur travail, c'est de s'assurer de la qualité de radiation qu'émettent les appareils d'accélérateurs linéaires. Et à tous les jours, des tests mécaniques et de radiation sont faits pour s'assurer de la qualité du faisceau de radiation.
Donc, un sein, c'est unique. Chaque sein est différent et c'est un peu comme chaque visage. Il n'y en a pas un pareil, surtout après une mastectomie où on change la forme originale du sein. Parfois, dans certains cas, on peut même insérer des expanseurs pour pouvoir insérer des prothèses à la suite des traitements, un coup que tous les traitements seront terminés. Donc, il faut voir les faisceaux de radiation comme un grand faisceau lumineux. Et c'est un jet d'énergie, par contre, qui est invisible à l'œil, qui traverse le sein. L'énergie qui traverse la cellule est déposée, rentre en interaction avec la cellule et est déposée dans le sein, puis est absorbée. C'est cette énergie-là absorbée qu'on appelle la dose de radiation. Le fait que chaque sein est différent, le faisceau de radiation doit être modulé. Donc, anciennement, avec les accélérateurs de première génération ainsi que les cobaltes, on avait ce qu'on appelait des filtres mécaniques. Un filtre mécanique, ça ressemble un petit peu à une pointe de tarte. La partie épaisse du filtre va bloquer la radiation, la partie la plus mince va en laisser passer. Chaque accélérateur ou chaque cobalt utilisait des filtres qui variaient le faisceau de radiation de 15, 20, 30 ou 60 degrés. On ne pouvait pas l'adapter pour chaque forme de sein. Maintenant, les accélérateurs de deuxième et de troisième génération ont ce qu'ils ont à l'intérieur de leur tête de l'accélérateur, ce qu'on appelle des collimateurs multilames, c'est-à-dire c'est des petites lames allant de 2,5 mm de largeur à 10 mm qui sont actionnés par chacun leur propre moteur et qu'on peut aller placer dans le faisceau de radiation pour atténuer la dose, ce qui fait en sorte qu'on peut adapter chaque traitement à la forme de la patiente. Sur cette image, on voit un champ de radiation qui est modélé par les petites lames pour vraiment adapter la dose et la rendre la plus homogène possible et en enlevant tous les points chauds. Et la deuxième portion d'image, c'est lorsque l'appareil est du côté externe du sein. Donc, d'autres lames qui viennent modeler le faisceau pour faire en sorte que la dose soit le plus homogène possible. Donc, l'avènement de ces accélérateurs linéaires-là ont fait en sorte qu'on a gagné un gain d'homogénéité. Ce gain d'homogénéité réduit de beaucoup les effets secondaires. On est capable de cette façon de rendre la dose vraiment très égale dans le sein. Fait qu'à gauche, vous avez des doses qui sont par des seins qui ont été calculées avec des filtres mécaniques. À droite, c'est modélé avec des lames, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des plans de traitement qui sont vraiment mieux adaptés pour chacune des patientes. Donc, en conclusion, il y a toujours des nouvelles études en cours, malgré le fait que le résultat de la radiothérapie pour éviter les récidives locales du sein soit très bon. On parle au-delà de 95 % de contrôle de récidive locale. Dans ces études-là, on compare toujours à améliorer nos traitements, faire en sorte que nos patientes aient le moins d'effets secondaires possible. Il y a des traitements présentement qui sont sous étude. Il y a des traitements hypofractionnés, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de traitements. On a passé de 20 traitements à 5 traitements. COVID oblige, ça l'a vraiment fait ressortir beaucoup d'études qui étaient en cours de cette façon-là. Il y a des traitements partiels du sein qui sont sous étude aussi, c'est-à-dire de ne plus irradier l'ensemble de la glande mammaire au complet, mais seulement que la zone qui a été enlevée en chirurgie. On a aussi des traitements pour les seins gauches qu'on a améliorés, qui sont pas mal en cours partout dans la province de Québec, c'est-à-dire qu'on appelle des traitements de respiration contrôlée. C'est que pendant l'irradiation du sein, la patiente gonfle ses poumons et retient sa respiration pendant l'irradiation. Ceci permet d'éloigner le cœur de la zone irradiée, donc de diminuer beaucoup les effets de problèmes cardiaques qui pouvaient s'en venir. Donc, dans les études, il y a beaucoup de nouvelles combinaisons aussi avec la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, en insérant des traitements de curithérapie, qui est qui sera un autre sujet peut-être pour un prochain forum. Donc, on a toujours le même but, c'est-à-dire de garder une bonne efficacité du contrôle local, de diminuer les effets secondaires, de rendre l'expérience moins difficile pour la patiente,
pour qu'elle puisse reprendre le cours de sa vie le plus sereinement possible. Merci. Merci à vous. C'était vraiment très bien. Curie-thérapie, c'est à cause de Marie Curie? Oui, ça vient de Marie Curie, effectivement. C'est une technique qui amène des sources radioactives à l'intérieur de la patiente et non pas de traitement de radiothérapie externe comme je viens de vous parler. D'accord. Puis je voulais vous dire que pendant votre présentation, j'ai pratiqué dosimétrie. Maintenant, je suis capable de le dire. Je suis très bon même. Alors, allons-y avec la période de questions. Vous avez été généreux et vous continuez de nous écrire. Ça nous fera plaisir de transmettre ça au panel. Je vais commencer avec vous. Manon demande, elle dit, vous avez parlé des drainages lymphatiques dans les spas. Est-ce que nous devons les éviter après une chirurgie? C'est pour moi la question. C'est pour vous? J'espère. Ah oui. Je vais la prendre. Ben oui, gardons-toi. Le drainage lymphatique, oui, peut être fait après une chirurgie. Juste faire attention qui le fait. Donc, ce qui est fait dans les spas est généralement le protocole standard. Donc, une personne qui a eu une chirurgie axillaire, une chirurgie mammaire, on doit faire un nouveau parcours et rediriger la lymphe autrement. Donc, ça peut être fait. Si on a l'argent pour y aller et on veut payer ce luxe-là, oui, mais par quelqu'un qui est qualifié. D'accord, OK. Voulez-vous que je vous pose une question qui s'adresse à Léa-Marie pour compenser? Non, alors, j'y vais avec vous, Léa-Marie Baloche-Dumas. José qui demande, dans la pratique courante, à chaque fois qu'il y a une exérèse de ganglions, devrait-on faire une radiographie des ganglions pour savoir s'il y a un clip? Si on ne voit pas le clip, est-ce que la patiente doit retourner en chirurgie? Bonne question. José, vous m'avez dit? Bonne question, José. Merci, José, pour la question. En fait, là, quand on fait la dissection axillaire ciblée, c'est juste à ce moment-là habituellement, que le radiologiste va larguer un clip lors de la biopsie. Il y a des centres aussi qui le font. À chaque fois qu'on biopsie un ganglion, on largue un clip. En fait, le clip, ça nous permet juste de localiser ce ganglion-là puis s'assurer qu'on l'enlève lors de la chirurgie. En fait, c'est que la veille de la chirurgie, lorsqu'on fait la dissection axillaire ciblée, on met la bille radioactive, donc le petit grain d'iode, à l'intérieur du même ganglion où il y avait un clip. Donc, ça permet au radiologiste de retrouver le même ganglion qui a été biopsié plusieurs semaines auparavant et de mettre le grain d'iode pour nous permettre, en tant que chirurgien, d'aller chercher ce ganglion-là et d'en faire une radiographie après la chirurgie. En fait, c'est une excellente question. Si on n'enlève pas le ganglion clippé, si on n'enlève pas le ganglion qui a été prouvé métastatique auparavant, puis on ne le retrouve pas durant la chirurgie, en fait, c'est un peu ça le but de notre étude, c'est à savoir c'est quoi le succès technique de notre procédure, parce que ça a été prouvé effectivement que les petits clips ou les grains d'iode, surtout chez les patientes avec un faible poids, en fait, des fois, ça peut migrer. Fait que le ganglion, le clip ou le petit grain d'iode peut migrer et ne plus être dans le ganglion en tant que tel lorsqu'on veut l'enlever. Donc, effectivement, dans notre protocole, si on n'enlève pas le ganglion clippé marqué comme positif, dont la biopsie a été prouvée positive, il faut continuer avec la dissection axillaire, malheureusement. C'est un échec de la procédure en tant que telle. Fait que l'étude va nous permettre de voir là, à quel pourcentage de succès technique cette procédure-là a. Donc, c'est une excellente question. Merci. Alors, merci pour votre question. Karine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Les petits clips en question nous servent aussi en radio-oncologie. Lorsque les patients ont besoin d'être traités en prophylaxie au niveau de l'axillaire ou suite à un ganglion qui a été trouvé positif et que dans le protocole, les radio-oncologues ont décidé de l'irradier. Donc, nous, ça nous aide à placer nos limites et d'inclure lorsqu'il y a des clips qui sont en place pour s'assurer qu'on a tout bien pris la zone où se trouvait le ganglion qui était atteint. Merci pour cette addition. Pendant que vous avez le bâton de la parole, Nancy demande, cette fois-ci c'est pour vous, pour diminuer les effets secondaires de la radiothérapie, est-ce possible d'espacer les traitements? Est-ce que ça pourrait diminuer les effets secondaires? Malheureusement, non. Effectivement, ça diminuerait les effets secondaires, mais ça diminuerait aussi l'efficacité de la radiation. La radiation, dans sa façon de fonctionner, c'est qu'elle vient perturber le cycle de division cellulaire. Donc, s'il y a un délai qui est trop tardif entre chaque traitement, ça va diminuer l'efficacité de la radiation. Donc,
c'est plutôt l'inverse. Il ne faut surtout pas espacer un traitement. Donc, c'est très, très, très important. Même parfois, vous allez peut-être trouver qu'on est sans cœur quand il arrive des événements dans votre vie ou qui me dit « faudrait que j'arrête mes traitements ». Non, il ne faut pas arrêter vos traitements. Un coup que c'est commencé, il faut se rendre jusqu'à la fin. D'accord. Pour Marie-Ève Letellier, est-ce qu'il existe des études qui cherchent à identifier des facteurs de prédisposition au lymphodème? Il y a plusieurs facteurs qui existent, oui. À l'étude, dans les dernières années, c'est certain qu'il y a un grand avènement pour tout ce qui est génétique. Donc, il y a certains gènes qui ont été démontrés qui avaient peut-être une incidence. Mais après ça, il y a tous d'autres facteurs de comorbidité. Des personnes qui peuvent avoir du diabète, l'hypertension, un mode de vie sédentaire peuvent faire en sorte que ces personnes-là sont plus à risque de développer un lymphodème. Il y a des personnes qui ont des fois un système lymphatique qui est limite. Toute leur vie, elles ont été fonctionnelles, mais elles vont développer un lymphodème suite à l'intervention parce que c'est le traumatisme qu'il fallait ou pour passer de l'autre côté que le lymphodème se développe aussi. D'accord. Merci. Docteur Meloche-Dumas, vous êtes prête? Oui, vous êtes très prête? prête. Okay. Très Vous êtes prête, là? Vous oui, êtes très prête? prête. Okay. Moi aussi, je suis prête. OK. Marie demande, comment est-ce qu'on peut être sûr que des cellules cancéreuses ne sont pas propagées au-delà du ganglion sentinelle? Excellente question. Ben, voyons. En fait, oui, c'est toutes des excellentes questions. Merci beaucoup, Marie. En fait, on n'est pas sûr à 100 c'est pour ça que, dépendamment des algorithmes là, de radiothérapie en post-opératoire, quand on a habituellement, c'est un ganglion, dépendamment des algorithmes. Là, quand on a un ganglion positif, mais juste 2 ganglions, là, comme je le mentionnais lors de la présentation, on va faire de la radiothérapie adjuvante, à savoir est-ce qu'il restait des petites cellules. S'il en restait des petites cellules qui sont propagées aux autres ganglions, bien, à ce moment-là, on va avoir la radiothérapie là, qui va venir compléter le travail. Donc, on ne peut pas être sûr à 100 même si on ferait, par exemple, des PET scans, on ferait d'autres imageries, les petites cellules isolées, on ne peut pas les voir, on n'a pas d'examen assez sensible pour voir ces petites cellules tumorales-là isolées. Donc, même s'il y en avait, la radiothérapie adjuvante après la chirurgie ferait le travail. Habituellement, évidemment, en considérant tous les autres critères là, nécessaires, là, le type de cancer et tout, mais en général, c'est ça la pratique. Ben, merci Marie pour votre question. Voilà. Devinez c'est pour qui ça? Pourquoi la chirurgie cause-t-elle une enflure? C'est Marie ou moi qui répond? Les deux. Comme vous voulez. Donc, ce qui est à comprendre, c'est initialement, le système lymphatique est dans les premiers millimètres. Donc, le système lymphatique est dans les premiers millimètres de la peau. Alors, toute incision au niveau de la peau, on vient détruire ces structures-là. Donc, le système lymphatique, il va avoir les vaisseaux initiaux qui vont descendre en précollecteurs et ensuite, on a des collecteurs qui est comme une série de biceps qui amènent ça à un ganglion. Donc, on coupe la peau, fait qu'on va venir sectionner ces vaisseaux-là. La beauté, c'est qu'on a la capacité que les vaisseaux lymphatiques initiaux se régénèrent, mais pas le système le plus profond. Donc, l'enflure en post-opératoire, elle est tout à fait normale parce qu'on vient d'en faire un dommage. Et là, le système lymphatique doit se réorganiser, trouver ses mécanismes de sécurité, ses mécanismes de compensation pour aller adresser tout ce liquide-là qui se retrouve dans un espace qui ne devrait pas. Donc là, le système lymphatique doit travailler plus. C'est pour ça qu'on a l'enflure en post-opératoire et généralement en 4 à 6 semaines, ça se résorbe parce que le système lymphatique, c'est pas comme le cœur. Ça ne pompe pas 60-70 fois par minute. C'est très lent, donc à se contracter. Donc, c'est un système qui est paresseux. Donc, il faut lui donner du temps. D'accord. Mais c'est ce qui me frappe à chaque fois que j'anime ce genre de conférence-là, c'est que oui, il se détracte des fois, le système, mais c'est bien fait quand même. C'est une belle machine. C'est fascinant, les mécanismes qui vont se faire pour compenser. Et là, de plus en plus, avec l'imagerie qu'on a, des choses qu'on n'aurait jamais pensées. Donc, en théorie, le système lymphatique va faire ça, ça s'en va comme ça. Bien, il y a des gens avec qui on voit l'imagerie, bien, ça fait ça, et là, le mécanisme compensatoire passe par le cou et ça redescend là. Ce qui, en théorie, ne fait aucun sens. Wow. Mais c'est comment que la machine que l'on est a trouvé à se refaire. C'est un domaine fascinant. Alors, est-ce qu'il existe, encore une fois, je vous laisse choisir la personne qui répond, est-ce qu'il existe des essais cliniques en cours pour la curithérapie en cancer du sein?
Oui, il en existe. Je sais qu'à l'Hôtel-Dieu de Québec, il existe une étude en cours où, pendant l'opération, lorsque la tumeur est enlevée à l'intérieur du sein, le radio-oncologue est dans la salle, dans le bloc opératoire aussi, et insère dans le lieu où se trouvait la tumeur des tubes dans lesquels va s'insérer une source de radiation qui va être contrôlée par une machine, puis que le traitement de radiation va se donner directement post-op, suite après l'intervention. D'accord. Si je peux me Ça, c'est permettre une- aussi d'ajouter quelque chose également. Là, on en discutait justement là, tout juste avant la présentation, mais il y a également là, des patientes vraiment encore là très sélectionnées qui peut bénéficier également d'une seule dose de radiothérapie pendant la chirurgie. Donc, on pourrait éviter les semaines de radiothérapie de traitement après l'opération. Donc, on enlève la tumeur, mastectomie partielle, tumorectomie, on enlève la tumeur en chirurgie, puis on cible directement avec une grosse machine, on donne la radiothérapie dans le bloc opératoire directement. Donc, c'est en cours d'étude aussi, là. Si je peux me permettre de rajouter mon grain de sel Allez-y, là-dessus. allez-y. Que Rajoutez moi, votre ce que grain. je vois de ces merveilles-là, c'est que souvent, il en résulte malheureusement un lymphodème du sein qui est négligé parce que les médecins ne savent pas comment l'adresser. Donc, si je fais juste une petite parenthèse vite, si vous voulez savoir si votre sein est enflé ou non, bien, couchez-vous sur le dos. Si votre sein tient comme quand vous aviez 14-15 ans, tient bien, il y a des bonnes chances qu'il y ait de l'enflure dans votre sein. Si le sein suit le cours naturel de l'histoire et va vers le côté, il n'y a pas d'enflure dans votre sein. D'accord. La loi de la gravité est dure, mais c'est la loi. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Bien, une question qui me vient comme ça, je vois que vous avez profité du forum pour vous jaser un petit peu avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de contacts interdisciplinaires comme ça dans la vie, là, dans la vie de tous les jours, en dehors des événements ou des conférences? Bien, je sais que nous, en radio-oncologie, pas seulement qu'au niveau des seins, mais dans tout autre domaine, il y a des comités multidisciplinaires, là, dont les radio-oncologues, les chirurgiens, les radiologistes, les hémato-oncologues et d'autres spécialistes, tout dépendamment quel site qui doit être adressé. Puis, ils présentent des présentations de cas. Ils présentent le cas devant tous les spécialistes, puis chacun amène son idée, puis souvent, ils s'entendent en groupe à savoir quel protocole va être en cours. D'accord. Absolument. Ça, c'est une belle... Oui, puis en fait, c'est une maladie très multidisciplinaire. Il y a tellement de choses qui changent très rapidement, des nouvelles études, que ce soit au niveau de la chimiothérapie. C'est tellement une évolution qui est constante, puis qui regroupe beaucoup de professionnels, que ce soit le chirurgien oncologue, mais également l'oncologue médical, le radio-oncologue, le pathologiste, les physiothérapeutes. Donc, vous allez être bien pris en charge là, si vous avez cette maladie-là, sans aucun problème. Par contre, effectivement, on en discutait aussi. Je pense qu'il y a des choses aussi encore à fignoler là, par rapport justement à la physiothérapie. Des fois, c'est long à avoir accès justement aux physiothérapeutes spécialisés en lymphœdème. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, là, mais ça s'en vient. Nous aussi, dans la réadaptation, au côté médical, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tous les corps de métier se parlent. En réadaptation, notre clinique, on a le privilège de travailler ajusteurs, infirmières, physio, kin, avec des massothérapeutes aussi. Donc, c'est vraiment très élargi. D'accord. Souvent, les patients ont la chance d'avoir ce qu'on appelle une infirmière pivot qui Oui. les suit, puis qui est capable, elle aussi, d'amener le patient vers l'intervenant qui a besoin, parce qu'on a beau avoir... on n'est pas tous faits pareil, puis il y a pas, comme tu disais tout à l'heure, chacun va réagir de façon différente. Il y en a que c'est prévisible, d'autres moins. Donc, selon les besoins, elle va être capable de les diriger vers les bons professionnels. Oui, puis l'infirmière pivot, elle a aussi une idée de l'historique de la personne. Fait que Oui. si elle arrive et elle dit j'ai telle chose, on sait que c'était pas comme ça avant parce qu'on C'est ça. suit cette personne-là Le depuis comité longtemps. socio-économique aussi, le groupe de soutien aussi, ils sont tous au courant de ça. J'ai oublié les plasticiens aussi dans ma liste. Là, ils vont être pas contents si je les oublie. Mais il y a également la plastique avec les reconstructions et tout. C'est un gros morceau. Je vais vous poser une question, polémique. Est-ce qu'il y a une hiérarchie là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, disons, moins accessibles que d'autres? C'est les plus diplômés, par exemple? De moins en moins. De moins en honnêtement, moins? là, tout le monde a vraiment juste la priorité, c'est le patient, c'est le bien-être du patient, c'est vraiment un traitement optimal. Donc, je vous dirais de moins en moins. Je
sais pas si mes collègues pensent aussi, mais c'est tellement multidisciplinaire. Tout le monde est spécialiste dans vraiment leur niche en tant que tel. Fait que, Le travail d'équipe est essentiel. le bien de la patiente est priorisé. C'est ça, depuis dans les 5 à 10 dernières années, c'est le chiffre qui a été fait en médecine, c'est qu'on voit de plus en plus le patient, et je devrais dire la personne, au centre des soins et non plus, tu sais, la personne va être là et l'équipe se greffe et non plus, bien, la personne, OK, toi, tu t'en vas là, comme ça, qui est trimballé de tout bord, de tout côté. Donc, c'est vraiment centralisé, focusé pour le bien-être de la personne. Fait que c'est ce qui se reflète à l'ensemble. Revenons-en justement aux patients, ou en tout cas aux gens qui vivent avec le cancer, ou simplement aux étudiants ou aux docteurs. Il y a Marie-André qui demande, donc justement les prénoms, c'est comme pour les infirmières, on utilise les prénoms, les docteurs, c'est le nom de famille. J'ai bien compris comment ça marche, le système de santé. OK. Marie-André demande, est-ce qu'un lymphodème, pris tôt peut ne jamais évoluer? Oui. C'est le but. C'est le but en éduquant, en agissant tôt. On voit tellement des belles choses. Donc, le but, c'est de préserver ces acquis-là et que ça ne se détériore pas. On n'est pas garanti que ça ne se détériore pas, malheureusement. Mais oui, le plus tôt on agit, le mieux c'est. J'ai eu le privilège pendant 3 ans de rouler un service pré-op. Donc, je voyais les femmes avant l'opération. Fait que dès qu'il y avait un problème en post-opératoire, boum, on agissait. Fait que les problèmes, ils ont réduit considérablement. C'était vraiment marqué. Fait que oui. La réponse est un gros oui. Le but, c'est ça. On veut pas que ça se détériore. Parce que moi, le but, c'est de rendre la personne la plus autonome possible dans sa gestion. J'aime beaucoup les gens, mais mon but, c'est de les voir le moins souvent possible. Oui, d'accord. Si vous les voyez moins, ça veut dire que tout va bien. Je me porte mieux. Bien, merci beaucoup, Marie-André. Madame Odette, Mélissa demande, est-ce que c'est possible de définir qu'est-ce que ça veut dire un point chaud? Un point chaud, c'est un secteur dans le sein où la dose va se déposer, puis elle va être plus élevée qu'ailleurs dans le sein. Parce qu'on essaie de le rendre la dose la plus homogène possible, mais il y a des endroits où la dose va se déposer plus et la radiation va laisser plus d'énergie dans cette portion du sein-là. Donc, quand l'énergie est trop élevée, bien, ça peut créer des dommages. Parce que la radiation cause des dommages. Le but, c'est qu'elle cause des dommages aux cellules cancéreuses et non pas aux cellules saines. Donc, c'est d'équilibrer le tout pour arriver à cette On parlait de Marie Curie, elle l'a appris de la mauvaise façon. Oui, parce que maintenant, nos patientes de sein ont des durées de vie. On arrive à les guérir ou du moins à retarder des récidives ou de développer d'autres cancers. On en voit des fois qui reviennent. Ça fait 25 ans qu'ils ont été traités, puis fait que des fois qu'ils reviennent pour d'autres choses, malheureusement, mais ça fait en sorte qu'on faut justement laisser une belle qualité de vie parce qu'ils vont en avoir long à vivre après. Là. D'accord. Je pense qu'on y a partiellement répondu tout à l'heure, mais c'est pour vous deux, disons. Merci. Est-ce qu'il existe un risque de lymphodème avec la biopsie du ganglion sentinelle? Oui. Donc, le risque, je peux laisser Léa Marie aussi, mais le risque, avec une chirurgie seule, on est à peu près entre 2 et 5 Jumelé à la radiothérapie, on monte ça à 8 à 10 Donc, il y a quand même un risque qui est présent, mais moindre qu'avec une chirurgie plus invasive. Avez-vous quelque chose à ajouter, non? Absolument pas. J'aurais pas pu mieux dire. Bon, voilà, la question s'adressait à vous, mais écoute, c'est un beau travail de collaboration, c'est parfait. Tiens, encore plus que vous semblez dedans. Est-ce que la mauvaise circulation de la lymphe impacte le fonctionnement du système immunitaire? C'est Lise qui demande ça. Merci, Lise. La question, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je pense qu'on n'aurait pas le temps de tout adresser. Dans le fond, prenez le temps qu'il faut. Le système immunitaire est le système lymphatique. Donc, la circulation, si on a une mauvaise circulation, mais ça dépend, c'est quoi. Il manque un peu de détails à la question, mais bottom line, en théorie, fait que oui, une mauvaise circulation peut affaiblir le système immunitaire. Mais cette mauvaise circulation est causée par quoi? Par de la sédentarité, une mauvaise alimentation, une chirurgie. Ça peut être multifactoriel. Là.
D'accord. Bien, merci. Je pense que ça répond à la question de Lise. Lise, si ça ne répond pas, vous pouvez continuer de nous écrire et puis on Communiquez complétera. avec moi. Oui, c'est ça. On transmettra les questions. N'hésitez pas. Vous voyez, ça fait des échanges très intéressants quand vous écrivez pas mal de questions. Puis en plus, probablement que vous avez les réponses à des questions que vous posiez déjà. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause, le temps de changer de panel et on vous revient dans quelques minutes.